Bonjour tout le monde, il est 11 heures. On va débuter. Quelques personnes vont se rajouter au fur et à mesure. Il y a toujours quelques retardataires. Mais je tiens à débuter à 11 heures pour encourager la ponctualité. Alors, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis Pierre-Olivier Pinault. J'ai le grand plaisir de vous présenter mon livre, L'équilibre énergétique, qui est paru il y a plus d'un an déjà, en février 2023. Mais j'ai eu la chance qu'on en reparle un peu plus récemment parce que cet ouvrage a reçu le prix Hubert Reeves 2024 le 6 juin dernier, remis par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Donc, je remercie l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, qui sont une association extrêmement importante, quant à moi, pour s'assurer que la science soit bien communiquée à un large public. Et donc, mon ouvrage a reçu le prix Hubert Reeves, c'est un processus, il y avait 17 livres que des éditeurs avaient soumis, trois finalistes, et donc mon livre a eu l'honneur d'être récompensé pour ses qualités quant à la vulgarisation scientifique pour le grand public. Alors, c'est un livre qui parle de transition énergétique et qui vise à expliciter pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'il faut faire la transition énergétique, comment on peut la réaliser. C'est un projet collectif, mais aussi individuel, il faut s'y mettre. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner envie de lire le livre. Il est disponible dans pas mal de bibliothèques, il est encore disponible dans quelques librairies, vous pouvez aussi le commander en ligne, ou vous pouvez demander à une amie, un ami qui l'aurait, ce serait le serait procuré pour l'emprunter. Donc, je vais commencer. Je vous invite à poser vos questions dans la section questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et je vais essayer de parler quarantaine de minutes, 30-40 minutes. Et je vais par la suite répondre aux questions que vous écrirez dans cette section-là. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On est là pour discuter, pour susciter des débats, mais surtout, je les souhaite, de l'action parce qu'on en a besoin d'action pour retrouver l'équilibre énergétique. Alors, pourquoi d'abord pourquoi est-ce qu'on parle de transition énergétique? Mais c'est essentiellement, mais pas que, c'est essentiellement à cause des bouleversements climatiques qui affectent notre monde. Nous avons qu'une seule planète, qu'une Terre. On envoie des gens dans l'espace, mais c'est pas vraiment une voie de sortie pour la société humaine. Et on le sait, c'est extrêmement bien documenté. Nous avons de plus en plus de, euh, de, dis- d'enjeux au niveau climatique, des froids extrêmes, des chaleurs extrêmes, des feux de forêt l'année dernière. Hier à Montréal, et ça c'est une photo que j'ai ajoutée hier soir, au milieu vous voyez le boulevard Décarie à Montréal qui est inondé. Donc ça c'est un événement climatique extrême qui fait partie des types d'événements que nous pourrions, plus que nous allons voir survenir avec une fréquence toujours plus grande, surtout si nous n'agissons pas. Donc ces bouleversements climatiques, ils sont réels, ils sont très bien documentés. Je vous invite à lire les rapports du GIEC. Il y en a le plus récent, le rapport synthèse de 2023, qui est un document d'une quarantaine de pages, un peu technique, mais quand même accessible. Euh, et fait une synthèse justement de pourquoi nous avons des changements climatiques, mais surtout des conséquences et encore mieux des possibilités d'action. Nous allons revenir sur ces possibilités d'action, mais il y en a, nous pouvons agir et ça c'est la bonne nouvelle. Et nous devons agir parce que il y a des événements climatiques extrêmes qui surviennent très fréquemment, de plus en plus fréquemment. Euh, et on a une explication pour ça. L'explication, c'est relativement simple, c'est que nous avons, depuis 200 ans, grosso modo, fait exploser notre consommation d'énergie et surtout d'énergie issue des hydrocarbures, des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Donc, quand vous voyez ici les courbes de consommation mondiale de différents types d'énergie, autour des années 1800, la biomasse était la principale énergie utilisée. Qu'est-ce que c'est la biomasse? Eh bien, c'est essentiellement le bois, des produits végétaux ou des produits animaux
que l'on peut brûler et qui permettent de fournir de la chaleur nécessaire pour la cuisson des aliments et dans les régions où il faut se chauffer, du chauffage. Donc, c'était la biomasse qui a été l'énergie la plus utilisée par les humains pendant très longtemps. Évidemment, on a découvert le charbon ça fait longtemps qu'on a découvert le charbon, mais c'est vraiment la révolution industrielle de la moitié du 19e siècle qui a fait en sorte que la consommation de charbon a décollé. Et là, vous le voyez, après 1850, vous voyez la consommation de charbon augmenter, essentiellement en Europe, mais évidemment, tous les pays, ou presque tous les pays, se sont mis à en consommer, et ça n'a cessé d'augmenter depuis, avec une légère stabilisation après 2000, autour de 2015-2016, ouais, une légère stabilisation de la consommation de charbon. Le pétrole, lui, a débuté un peu plus tard, au début du 20e siècle. Et on a vu après donc les années 1950 une augmentation de la consommation de pétrole que vous voyez extrêmement forte et ça ne cesse d'augmenter. Il y avait une manchette aujourd'hui ou hier qui prévoyait qu'encore en 2024, la consommation de pétrole était prévue d'augmenter. Donc il peut y avoir des fluctuations, des crises économiques. Donc là vous voyez une crise économique autour des années 70, ça c'est la crise du pétrole avec la Covid, évidemment, et ce qui n'est pas illustré sur ce graphique-là, avec la Covid en 2020, il y a une légère chute de la consommation de pétrole, de l'ordre de 15%, si mes souvenirs sont bons. Euh, mais globalement, vous voyez, les tendances sont à l'augmentation de ces consommations d'énergie hydrocarbures. Ce sont des hydrocarbures. Donc, hydrocarbures, qu'est-ce que c'est? C'est de l'hydrogène, le hydro, et du carbure. Carbure, c'est pour le carbone. Et quand on brûle des hydrocarbures, eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir des émissions de CO2. Parce que le carbone de l'hydrocarbure, en brûlant, va s'associer à de l'oxygène. S'il n'y avait pas d'oxygène dans l'air, il ne pourrait pas y avoir création de CO2. Donc, on brûle du pétrole, du charbon, du gaz naturel et ça fait du CO2. Vous pouvez être un climato-sceptique, mais personne ne peut nier qu'en brûlant des hydrocarbures, vous créez du CO2 et donc en brûlant des quantités records, année après année, toujours davantage de pétrole, de charbon et de gaz naturel, les humains ont forcément et c'est indubitable, émis plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qui a forcément fait augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère, parce que le CO2 est un gaz qui reste très longtemps dans l'atmosphère, en fait, qui naturellement ne revient pas, ne se dissout pas dans l'atmosphère. Et ce gaz-là, eh bien, c'est un gaz à effet de serre. Le CO2 est un des gaz à effet de serre. Il y en a d'autres. Il y a le méthane, il y a le protoxyde d'azote. Mais le principal gaz à effet de serre que les humains ont émis, eh bien, c'est du CO2 qui est lié au pétrole, au charbon, au gaz naturel. Et ce gaz à effet de serre, eh bien, il a fait en sorte qu'il a augmenté la couche de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. Et cet effet de serre, eh bien, il est très bénéfique pour l'humanité. Alors, on doit remercier l'effet de serre. Si nous sommes contents d'avoir de la vie sur Terre, et personnellement, je suis très content d'avoir de la vie sur Terre, eh bien, c'est grâce au gaz à effet de serre, parce que s'il n'y avait pas d'effet de serre, comme vous le voyez sur le petit graphique, eh bien, la chaleur du Soleil ne serait pas retenue autour de la planète et il ferait une température moyenne de -18 sur Terre. Évidemment, ce n'est pas très propice à la vie quand il fait -18. C'est un petit peu le genre de conditions qu'on retrouve sur la Lune, qui n'a pas d'atmosphère. Et sur la Lune, eh bien, il n'y a pas beaucoup de vie parce que justement, il n'y a pas d'atmosphère pour conserver la chaleur et réguler la chaleur de la Lune. Euh, la Terre a ce grand avantage d'avoir justement une atmosphère avec des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur. Et grâce à ces gaz à effet de serre, eh bien, nous avons une température moyenne sur Terre de +15 degrés Celsius. Donc, c'est évidemment extrêmement propice à la vie, à la vie des plantes, la vie des animaux, la vie des humains. Euh, et ce que nous avons fait, nous les humains, c'est bénéficier de cet effet de serre, mais nous avons rajouté du CO2 dans la couche atmosphérique. Donc, la concentration de CO2 a augmenté. Elle a augmenté parce que c'est très bien documenté. On consomme de plus en plus de pétrole, charbon et gaz naturel. Ça ne peut faire que envoyer plus de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ça nous amène à amplifier l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, il est très bien. Malheureusement,
il y a des choses, quand on en fait trop, eh bien, ça devient négatif. Et c'est ce qui se passe avec les sociétés humaines et l'effet de serre depuis 200 ans. On a consommé beaucoup trop de produits pétroliers, de charbon et de gaz naturel. Nous en consommons toujours trop. Ça contribue à augmenter la concentration dans l'atmosphère et ça amplifie un effet de serre qui est bénéfique pour la vie sur Terre, mais évidemment, il est bénéfique jusqu'à temps qu'il fasse trop chaud. Parce que à 15 degrés Celsius, eh bien, en moyenne autour de la Terre, on est bien. Mais si on était et on se dirige vers des plus 3 degrés Celsius, donc plus 18 degrés Celsius en moyenne autour de la Terre, eh bien, ça va être trop chaud et ça va induire une panoplie de bouleversements climatiques dont je vous ai montré simplement quelques photos ici. Certains de ces bouleversements affecte par exemple la vigne. Donc avec ici une sécheresse, ça permet de produire du vin dans des régions dans lesquelles on ne pouvait pas produire de vin dans les années auparavant. Le Québec, par exemple, produit maintenant des vins que certains disent excellents, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 50 ans. Donc il y a des preuves assez claires dans l'évolution du climat qui fait en sorte que les agriculteurs, par exemple, ne font pas la même agriculture aujourd'hui qu'il y a 50 ans parce que justement, les conditions climatiques changent. Donc ça, c'est un des déséquilibres qui justifie de faire la transition énergétique. Le premier déséquilibre, c'est celui des changements climatiques. C'est extrêmement important. Je suis quelqu'un qui pense que les changements climatiques demandent des actions. On n'aurait que les changements climatiques, on devrait faire la transition énergétique, on devrait mettre tout en œuvre et on doit mettre tout en œuvre pour faire la transition énergétique à cause des changements climatiques. Il y reste qu'il y a des climato-sceptiques. Et si vous êtes climato-sceptique, eh bien, vous pouvez dire que les changements climatiques ne sont pas réels. Vous pouvez dire que ce n'est pas la faute des humains. Et je ne vais plus parler de changement climatique vraiment parce que malheureusement ou heureusement, il y a 4 autres raisons pour lesquelles nous devons faire la transition énergétique qui n'ont rien à voir avec les changements climatiques. Donc, j'ai parlé des changements climatiques, j'y crois. C'est une raison qui serait suffisamment forte, indépendamment des 4 raisons prochaines que je vais partager avec vous. Mais malheureusement, il y a plus qu'un déséquilibre. On a un déséquilibre climatique, mais il y a d'autres déséquilibres. Et ces autres déséquilibres, je vais en parler, et c'est au total 5 déséquilibres qui justifient chacun en eux-mêmes une transition énergétique que nous devons faire. Le deuxième déséquilibre dont je veux parler, c'est le coût financier des hydrocarbures. Ce coût financier des hydrocarbures est énorme. Au Québec, on importe environ 20 milliards de litres de produits pétroliers, enfin de pétrole, 20 milliards de pétrole au Québec, et on a la chance d'avoir des raffineries qui transforment ce pétrole en produits pétroliers. Mais c'est un coût qui est énorme. Les consommateurs québécois dépensent par année environ 20 milliards de dollars pour simplement brûler du pétrole ou des produits pétroliers dans leur véhicule, dans leur maison, sur ceux qui se chauffent encore au mazout. C'est beaucoup d'argent. Simplement pour donner un ordre de grandeur, le budget de l'éducation au Québec, il est de l'ordre de 20 milliards de dollars. Donc vous avez d'une part, ce qu'on brûle en produits pétroliers, c'est 20 milliards de dollars et ça part littéralement en fumée et en pollution. Et vous avez le budget de l'éducation au Québec qui est un autre 20 milliards de dollars. On sait qu'on dans l'éducation, surtout l'éducation primaire et secondaire, et manque de financement. On a des écoles qui ne sont pas assez bien financées. Il faudrait continuer d'investir là-dedans. Mais aujourd'hui, on dépense autant pour brûler des hydrocarbures, en fait, brûler seulement du pétrole, parce que si vous rachetez le coût du gaz naturel et même du charbon au Québec, vous rajoutez aux 20 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. Le coût financier des hydrocarbures est très régulièrement documenté, c'est essentiellement aussi à cause du transport qui nous coûte très cher, parce que si on brûle ces hydrocarbures et surtout le pétrole, c'est surtout pour faire rouler des véhicules. Ces véhicules, ils nous coûtent extrêmement cher. Les Québécois achètent chaque année environ 400 000 nouveaux véhicules. Et ils choisissent des véhicules qui coûtent de plus en plus cher parce qu'on choisit des véhicules de plus en plus gros. Donc, qui dit gros véhicule dit plus de puissance, plus de frais, et ça nous coûte très cher. En fait, le deuxième poste de dépense des ménages québécois, c'est le transport. Après l'habitation, avant l'alimentation, c'est le transport qui est le deuxième poste de dépense des Québécois. Est-ce que le transport pourrait nous coûter moins cher? Oui. Est-ce que les gens disent qu'ils ont leur budget qui est serré et qu'on est pris à la gorge?
tout le monde dit, enfin, presque tout le monde dit que justement, oui, surtout en cette période d'inflation, qu'on dépense trop d'argent et que la classe moyenne est prise à la gorge, que nos budgets sont serrés, mais pourtant, dépense énormément d'argent pour le pétrole, pour acheter des véhicules, pour entretenir un réseau routier. Très récemment, vous avez mon collègue David Benassia avec deux étudiantes, Gabrielle Baudin et Muriel Julien, qui ont fait un excellent rapport justement pour documenter à Montréal le coût du transport à Montréal. Et ils sont arrivés avec des chiffres affolants sur le coût, les coûts privés, donc ceux qui sont payés directement par les individus, les coûts sociaux, c'est-à-dire ce que la société paye pour entretenir les routes, et les coûts d'externalité, ça veut dire le coût sur la santé, les pertes de productivité et d'autres types de coûts qui sont diffus dans la société, avec la voiture qui est à chaque fois le mode de transport le plus coûteux, autant pour les individus directement que pour la société, avec des coûts totaux de l'ordre de 15 000 dollars par personne, alors que les coûts totaux pour le transport en commun sont de 7 000 dollars par personne, la bicyclette, c'est 2 400 dollars par personne par année et 2 000 dollars pour les piétons. Donc, les coûts financiers qui sont liés aux hydrocarbures et au mode de transport, aux infrastructures de transport pour utiliser ces hydrocarbures, pour rouler ces hydrocarbures sont énormes. On est en pays en déficit, on a une dette à la fois publique et des ménages qui est élevée. Il faut trouver des manières de réduire nos dépenses. Les coûts financiers des hydrocarbures et de nos modes de transport sont très élevés. Il y a des manières d'économiser là-dedans pour retrouver un équilibre économique. Vous avez peut-être, dernier point que je vais dire là-dessus, vous avez peut-être lu Nicolas Bérubé la fin de semaine dernière dans la presse. Il disait, la bicyclette, c'est une machine à faire des millionnaires. Si vous passez au vélo, tout l'argent que vous allez économiser sur une vingtaine, une trentaine d'années, eh bien, ça a de quoi vous rendre millionnaire. Alors, lisez sa chronique dans la presse, Nicolas Bérubé, les vélos, une machine à faire des millionnaires. C'est pourquoi? Parce que nous avons un coût financier des hydrocarbures et des modes de transport, des véhicules privés qui est effarant et qui amène un déséquilibre économique qui, à mon sens, justifierait à lui seul qu'on cesse de brûler autant de pétrole simplement pour avoir une saine gestion de l'économie. Le troisième point, c'est que tout cet argent que nous dépensons pour les hydrocarbures, eh bien, qu'est-ce qu'il vient enflammer? Eh bien, il vient enflammer des conflits autour de la Terre. La géopolitique du pétrole est désastreuse. Donc là, vous voyez une caricature où l'on voit justement un magnat du pétrole alimenter un feu, le feu de la guerre. Eh bien, c'est malheureusement quelque chose de bien documenté, de bien réel. Une très grande proportion des conflits sur Terre sont indirectement ou directement causés par les richesses qui sont liées aux hydrocarbures, le pétrole, le gaz naturel en particulier. Il y a différents mécanismes qui nous amènent à ces guerres, mais on le voit au Moyen-Orient, c'est évidemment tous les afflux financiers liés au pétrole du Moyen-Orient, de l'Arabie saoudite, de l'Iran et d'autres pays du Golfe Persique qui permettent d'alimenter différentes guerres ou différents conflits qui sont évidemment tragiques pour directement les régions qui sont touchées, mais qui sont tragiques pour l'humanité à plus grande échelle. Même chose pour le conflit en Ukraine où la Russie, alimentée par les ressources pétrolières et gazières de ce pays-là, eh bien, peut entretenir une guerre en Ukraine qui est évidemment extrêmement problématique et qui est loin d'être réglée. À chaque fois que vous réduisez votre consommation de pétrole, vous induisez une pression à la baisse sur les prix de l'essence qui va faire mal à Poutine parce qu'il va récolter moins d'argent avec le pétrole que la Russie vend. La Russie, c'est le troisième producteur de pétrole au monde, à peu près à égalité avec l'Arabie saoudite et pas loin derrière les États-Unis qui sont le premier producteur de pétrole au monde. Mais cette géopolitique du pétrole, elle est alimentée par des prix élevés et ces prix élevés sont alimentés par une demande à laquelle nous contribuons tous individuellement, alors, et surtout évidemment ceux qui consomment plus de pétrole par rapport à ceux qui consomment moins de pétrole. Donc cette géopolitique du pétrole pour la paix sur Terre, à mon sens, encore une fois,
et ça, une transition énergétique s'impose pour non pas régler tous les conflits terrestres, parce que malheureusement les humains sont très créatifs dans les raisons de se disputer et de se faire la guerre, mais si on enlève des ressources, les ressources pétrolières, eh bien, on va permettre justement de retrouver un certain équilibre géopolitique, et donc c'est important d'agir là-dessus. Encore une fois, indépendant des changements climatiques, le coût financier des hydrocarbures, c'est pour votre portefeuille, la géopolitique du pétrole, c'est pour votre sécurité et la sécurité de la planète. Deux raisons qui n'ont rien à voir avec les changements climatiques et qui justifient une transition énergétique. Quatrième raison, la biodiversité. La protection de la biodiversité sur Terre, elle est essentielle. On sait, et c'est très bien documenté, notamment lors de la COP 15 qui a eu lieu à Montréal. La COP, on pense souvent que les COP, c'est pour les COP sur les changements climatiques, mais il y a des Conference of the Parties sur la biodiversité. La COP 15 sur la biodiversité a eu lieu à Montréal en 2022, où la communauté internationale s'est réunie justement pour faire le point sur l'état de la biodiversité internationale. Et on s'est rendu compte que les 20 objectifs d'Aichi qui avaient été établis en 2010 pour préserver la biodiversité ont à peu près tous été non respectés. Donc, nous n'avons pas atteint les objectifs qu'en 2010, on s'était mis pour la biodiversité en 2020. Et en 2022, la communauté internationale a fait ce constat à Montréal. Et qu'est-ce que ça veut dire, moins de biodiversité? Ça veut dire des espèces naturelles en déclin, ça veut dire moins d'abeilles, ça veut dire des écosystèmes qui souffrent, ça veut dire directement pour les humains, moins de services écosystémiques qui sont offerts par la nature, donc plus d'eau polluée, moins d'air propre, plus de difficultés à faire pousser des différents types de cultures parce qu'on n'a plus cette biodiversité qui nous permet de vivre et de récolter le fruit de la nature pour nous permettre de vivre. Cette biodiversité, les humains la détruisent comment? Eh bien, avec un étalement humain autour de la planète, avec un morcellement du territoire que les routes notamment induisent. Quand on met des routes, quand on met des infrastructures linéaires sur le territoire, eh bien, ça casse des zones. Quand on crée des nouveaux parcs industriels ou des nouveaux parcs de logement sur des zones humides, sur des terres agricoles, sur des terres sauvages, eh bien, on vient artificialiser la nature. Et cette artificialisation de la nature, eh bien, elle est dévastatrice pour la biodiversité. La population humaine ne cesse de croître, on prend de plus en plus de place. Et pourquoi est-ce qu'on prend de plus en plus de place? Qu'est-ce qui permet de prendre de plus en plus de place? Eh bien, c'est notre utilisation de l'énergie. C'est cette utilisation du pétrole, du gaz naturel, du charbon qui nous permet en fait de nous transporter, de bâtir des bâtiments, de bâtir des routes et des ponts et des infrastructures qui sont mortelles pour de plus en plus d'espèces naturelles. Cette transition énergétique, elle va aider la biodiversité parce qu'elle va nous obliger à nous regrouper avec des zones plus denses, plus densément peuplées, avoir une agriculture différente, et en se regroupant, eh bien, on va utiliser moins d'énergie et on va préserver la biodiversité. Donc la lutte pour la préservation de la biodiversité, elle est extrêmement convergente avec la lutte contre les changements climatiques, avec la lutte contre les déséquilibres financiers, avec la lutte contre les abus de la géopolitique du pétrole. C'est en sortant de notre consommation d'hydrocarbures pour nous permettre de vivre sur des espaces plus restreints qui vont mieux respecter la nature pour protéger la biodiversité. Parce que de toute façon, si on détruit la biodiversité, nous détruisons en même temps, avec un petit délai, mais malheureusement, c'est inévitable. De destruction de biodiversité, les humains en bouline, ils font partie de cette biodiversité, donc c'est vraiment de l'autodestruction. Et c'est une transition énergétique bien faite qui va nous amener à préserver la biodiversité. Cinquième raison pour faire la transition énergétique, c'est la santé. Et ça, c'est autant d'un point de vue extrêmement personnel et égoïste. Vous voulez rester en santé. Pour rester en santé, eh bien, il faut avoir un air de qualité, moins de pollution atmosphérique, faire plus d'exercice, manger mieux. Et tout cela, eh bien, c'est faire la transition énergétique. Quand on regarde les 5 causes, cinq principales causes de mortalité au Canada: maladie du cœur, cancer du poumon, accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et les maladies pulmonaires.
À part les maladies d'Alzheimer, 4 des 5 causes de décès, des principales causes de décès au Canada, sont liées à la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique, elle est essentiellement liée à la consommation d'énergie. Les particules qui se retrouvent dans l'air sont issues de la combustion de produits pétroliers, malheureusement aussi de la combustion de la biomasse, du bois. L'été dernier, quand il y a eu des grands feux de forêt au Québec, eh bien, ça a créé des problèmes de qualité de l'air. Si vous allez faire du camping cet été et que tous les gens autour de vous font des feux qui sont très agréables, mais vous allez souffrir de problèmes de qualité de l'air qui vont contribuer à une mauvaise qualité de l'air et contribuer à des problèmes de santé. Mais la principale cause de la pollution atmosphérique, c'est pas aujourd'hui le bois et les feux de forêt, mais enfin l'été dernier, oui, mais pas cet été. Eh bien, c'est la consommation d'hydrocarbures et principalement le pétrole. Et dans les pays qui ont du charbon, du charbon. Eh bien, nous voulons être en santé, nous devons réduire cette pollution atmosphérique qui va nous mettre en meilleure santé. Nous voulons être en santé, nous voulons avoir moins d'accidents de la route, plus d'activité physique. Eh bien, ça veut dire prendre moins sa voiture. Si vous prenez moins votre voiture, vous allez brûler moins d'essence et vous allez être en meilleure santé. Et encore une fois, c'est convergent avec les problèmes de déséquilibre économique, c'est convergent avec les autres déséquilibres, la lutte contre les deux autres déséquilibres, et c'est surtout convergent pour votre propre santé. Et donc, si vous voulez être très égoïste, garder de l'argent, être en meilleure santé, vivre plus longtemps, faites la transition énergétique. Ce sont des raisons qui vont vous être éminemment positives pour votre propre santé. Donc ça, c'est les 5 raisons qui nous amènent, que le livre détaille, que je vous invite évidemment à lire plus en détail dans le livre. Mais avant d'aller vers les solutions et de se dire comment est-ce qu'on fait la transition énergétique, il faut bien comprendre le problème et pourquoi est-ce qu'on s'est rendu là. Et on s'est rendu là aujourd'hui à cette consommation d'hydrocarbures très élevée, essentiellement parce que les hydrocarbures, c'est tout simplement extraordinaire. Ça fournit du travail. L'énergie, la définition physique de l'énergie, c'est la capacité à effectuer un travail. Et toutes ces énergies que nous brûlons à travers le pétrole, le gaz naturel et le charbon, ce que ça nous amène, ce que ça nous donne directement, c'est un travail que nous n'avons pas, nous, humains, à effectuer. Et si on regarde en fait la consommation uniquement de pétrole et le travail qui est fourni par le pétrole, c'est équivalent à 56 milliards d'esclaves énergétiques. Donc la consommation mondiale de pétrole d'aujourd'hui, qui est autour de 100 millions de barils par jour, si on n'avait pas le pétrole et qu'on avait des humains qui devaient fournir le travail équivalent, c'est-à-dire vous êtes dans votre voiture et que là, au lieu que ce soit le pétrole qui fasse rouler la voiture, vous aviez des gens qui tiraient votre char un petit peu comme on avait des chevaux ou des vaches qui tiraient des chars, eh bien, au total, pour tout le travail que le pétrole effectue, c'est 56 milliards d'esclaves énergétiques qui devraient fournir le travail équivalent au pétrole aujourd'hui. Évidemment, avec 9 milliards d'humains sur Terre, euh, on est très loin du compte. On ne peut pas avoir assez d'humains pour fournir ce travail-là. Et tout ce travail-là, ben, il nous amène à nous déplacer de façon beaucoup plus facile, nous amène à construire des bâtiments de manière beaucoup plus aisée. Si vous avez une tronçonneuse avec une scie à chaîne qui utilise du pétrole, eh bien, ça vous évite de prendre votre hache ou de scier vous-même. C'est le travail qui est non pas effectué par la personne, mais qui est essentiellement effectué par la scie à chaîne. Eh bien, ça, ce sont l'équivalent d'esclaves énergétiques qui sont mis à notre disposition, que la nature met à notre disposition sous la forme de pétrole. Et ça, ben, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de faire beaucoup de choses. Et c'est ça qui permet aux humains, justement, d'occuper le territoire comme on l'occupe et d'aller un peu partout très facilement. On prend l'avion, on prend l'hélicoptère, on prend sa voiture et on arrive, on construit, on déboise et on construit des bâtiments. Et tout ça, ben, on trouve ça extraordinaire parce que ça nous permet de prendre des vacances, d'habiter de manière plus confortable. Et évidemment, malheureusement, ça a les conséquences que j'ai décrites plus tôt. Mais la raison pour laquelle on est arrivé là, c'est que nous avons trouvé des moyens d'utiliser ces hydrocarbures et c'est extraordinaire. Et ça ne va pas être facile de se débarrasser du pétrole et des produits pétroliers comme l'essence et le diesel parce que on a dans le diesel et l'essence une très grande densité énergétique. Et là, c'est un graphique un petit peu technique que je vous montre, mais vous voyez qu'il y a beaucoup
d'énergie autant par volume dans un litre d'essence et de diesel par rapport à, par exemple, une bûche de bois par litre de bois. Donc, vous avez un litre d'une bûche de bois, comme vous voyez ici, qui correspond à un litre, une pinte de lait, mais vous avez dans le bois seulement 10 mégajoules, alors que vous avez 3 fois plus d'énergie dans un litre d'essence. Et par kilogramme, même chose, vous avez par kilogramme, vous avez 40 mégajoules d'énergie par kilogramme, tandis que dans le bois, ben, vous avez seulement une vingtaine de mégajoules. Donc là, vous voyez, dans l'essence par rapport au bois, eh bien, vous avez beaucoup plus d'énergie dans 1 kilo et dans 1 litre. Et en plus, c'est liquide, contrairement à du bois qui est solide. Et si vous devez transporter du bois ou transporter un liquide, ben, il y a des avantages. Donc, il y a des gros avantages dans les produits pétroliers parce qu'ils sont liquides, parce qu'il y a une densité énergétique très grande. Puis là, vous pouvez comparer avec l'hydrogène ou le gaz naturel ou même des batteries électriques. Il y a très, très peu d'énergie dans des batteries électriques, autant par kilogramme que par volume, par litre de contenu. Ce qui fait que toutes les alternatives, elles sont moins bonnes en termes de logistique, en termes de capacité à transporter et à contenir de l'énergie, elles sont moins bonnes que les produits pétroliers. Encore une fois, ça explique le succès des produits pétroliers parce que ils sont très, très denses en énergie, beaucoup d'énergie dans peu de volume et peu de poids. Et ça, bien évidemment, c'est très pratique. En plus d'être liquide et aussi très stable, parce que ben, vous pouvez garder votre bidon d'essence pendant tout l'hiver et puis au printemps, vous allez le retrouver. Alors que pour d'autres, la batterie, eh bien, après un certain temps, l'électricité, elle va plus être là si vous l'allez, parce qu'il y a des petites pertes d'énergie. Donc, il y a des grands avantages pas à l'électricité évidemment, mais au pétrole et au diesel. Et donc ça explique encore une fois le succès de ces types d'énergie-là. Notre défi, il est immense parce que quand on regarde notre consommation d'énergie dans le monde et au Québec, ben là, vous voyez, dans le monde, le charbon, c'est 27% de la consommation d'énergie, le pétrole 31%, le gaz naturel 23%. Au Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'hydroélectricité, donc on consomme beaucoup moins de charbon, presque pas, et pas tant de gaz naturel que ça, et du pétrole tout de même. Mais la transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever le charbon, enlever le pétrole, enlever le gaz naturel. C'est enlever beaucoup de choses et on doit l'enlever dans les 26 prochaines années pour arriver à 2050, qui est un petit peu l'objectif que les sociétés humaines se donnent, que le gouvernement du Québec a donné au Québec pour devenir carboneutre. Et pour devenir carboneutre, on n'aura pas le choix que d'éliminer ces sources de CO2. Ce n'est pas la seule chose qu'on devra faire. Il y aura d'autres choses à faire, notamment au niveau de l'alimentation et des procédés industriels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais le CO2 étant le principal gaz à effet de serre, on n'aura pas le choix que d'enlever ces éléments-là. Donc, c'est un défi colossal. Et dans les prochaines minutes, eh bien, je vais vous donner les clés pour résoudre ce défi colossal qui est nécessaire, encore une fois, pour lutter contre les changements climatiques, pour rétablir un équilibre économique et réduire vos dépenses personnelles, pour la géopolitique mondiale, pour la protection de la biodiversité et pour la santé individuelle des Québécois, des humains, mais la santé aussi des populations d'une manière générale. Il faut cesser de brûler autant de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Comment faire? Grande question. Il y a une panoplie de nouvelles technologies qui pourront nous aider. Ces nouvelles technologies, personnellement, je pense qu'elles sont extrêmement utiles, qu'il faut les développer, mais ne vous en faites pas si vous n'êtes pas un technophile si grand. Il y a des grandes limites dans cette technologie. Mais commençons par les nouvelles technologies sur lesquelles nous pouvons miser. Les nouvelles énergies renouvelables, mais qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais il y a les nouvelles technologies de capture de l'éolien, de la force éolienne, les nouvelles technologies solaires qui permettent d'avoir des panneaux photovoltaïques qui sont de plus en plus performants et de moins en moins chers. Eh bien, ça, c'est des nouvelles technologies qui vont permettre de récolter de l'énergie renouvelable de manière beaucoup plus efficace. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il faut quand même se rendre compte que toutes ces nouvelles énergies renouvelables, elles amènent des enjeux de disponibilité parce que ce n'est pas toujours disponible d'avoir du soleil. La nuit, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas toujours du vent. Ça demande de la superficie, il faut occuper le territoire. Et on le voit au Québec, Hydro-Québec a des grandes ambitions d'avoir des parcs éoliens. Eh bien, il y a des agriculteurs, des municipalités différentes des Premières Nations
qui ne sont pas forcément ravis de voir leur territoire occupé par des parcs éoliens. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. Et donc, ça ne peut pas tout résoudre. Il y a aussi des enjeux d'intermittence, parce que le vent ne souffle pas toujours. Et il y a évidemment les enjeux de production des éoliennes, des panneaux solaires, avec toutes les terres rares et les différents minéraux qui sont inclus là-dedans, qui vont demander des grandes infrastructures minières pour aller extraire de la terre ces matériaux-là pour construire les éoliennes, les panneaux solaires et bien d'autres choses, notamment des batteries pour le stockage qui vont être nécessaires. Tout ça, ça a un impact environnemental. Alors, les technologies, elles vont vous être utiles, mais miser uniquement là-dessus, si on regarde, si on conserve nos niveaux de consommation d'énergie qui sont énormes dans les pays développés, eh bien, ça va avoir un impact environnemental extrêmement élevé. Donc, on ne peut pas simplement se dire, on fait une transition énergétique et on met des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles. Ce n'est pas possible pour la raison principale que on va déplacer des problèmes. Oui, il y aura moins de gaz à effet de serre, mais on va créer d'autres problèmes à côté au niveau des matériaux, au niveau de l'occupation du territoire. Donc, ce sont des enjeux. Il y a le stockage de l'énergie qui est un enjeu. Il y a l'hydrogène qui est dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui peut être une certaine solution. Mais quand vous regardez la chaîne de valeur de la création d'hydrogène, c'est très énergivore. Faire de l'hydrogène, ça prend beaucoup d'électricité. Si vous voulez faire de l'hydrogène vert, renouvelable, ça vous prend beaucoup d'électricité ou alors beaucoup de biomasse, hein, parce qu'on peut faire de l'hydrogène à partir de la biomasse aussi, mais c'est très coûteux faire cet hydrogène-là, et par la suite, il faut le stocker, il faut le transporter, il faut le consommer, et rien de ces infrastructures d'hydrogène aujourd'hui n'existe, ou à peu près rien. On ne peut pas stocker et distribuer à grande échelle de l'hydrogène, et on n'a pas de véhicules ou d'installations pour consommer de l'hydrogène qui sont facilement disponibles. Et si on voulait faire une société, une économie de l'hydrogène comme certains en parlent, ça nous coûterait extrêmement cher parce qu'il faudrait refaire toute une structure de consommation et de distribution qui, en fait, quand vous mettez les chiffres sur la table, eh bien, ce n'est pas réaliste de penser que l'hydrogène prendra une part importante de notre consommation d'énergie. Dans certaines niches, oui, mais pas à grande échelle. Le nucléaire, encore une fois, c'est intéressant. À l'échelle mondiale, il y a des options nucléaires qui vont être importantes à développer. Au Québec, je pense que ça ne va pas être nécessaire dans un bon horizon temporel. Il y a des enjeux. Alors, on ne va pas régler la question du nucléaire, mais oui, il faut miser dans certains cas sur le nucléaire, mais il faut faire attention. Il faut aller vers aussi une meilleure gestion de l'énergie, des véhicules électriques et la captage et séquestration du carbone qui va être aussi nécessaire. Tout ça, c'est des technologies qui se développent. Il va falloir miser là-dessus, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas répéter, on ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé. Dans le passé, beaucoup de nouvelles technologies ont été développées ces 200 dernières années. Et qu'est-ce que ça nous a amené à faire? Ça nous a amené à consommer plus d'énergie. Parce qu'on est devenu tellement productif, tellement riche, que cette richesse et cette capacité technologique à développer des solutions, eh bien, elle nous a amené dans une course à la surconsommation. Et c'est un peu le piège des nouvelles technologies, c'est que oui, elles peuvent nous rendre des services, mais elles nous rendent tellement plus productifs que ça nous amène à consommer encore plus, comme ça s'est passé depuis 200 ans. Et c'est pour ça que s'il faut miser sur ces technologies-là, il faut surtout miser sur les vieilles technologies. Qu'est-ce que c'est ces vieilles technologies? C'est la densité d'habitation dont j'ai déjà parlé. Regrouper les humains pour qu'on habite des villages ou des villes un peu plus compactes, pour permettre, une fois qu'on a des villes plus compactes et on a plus respecté la nature en ayant moins d'étalement humain, eh bien, ça permet de faire plus de marches, de vélos, de métro, d'autobus, d'avoir justement des modes de transport qui sont très peu énergivores et qui nous permettent, qui coûtent moins cher, parce que c'est le transport en commun, le vélo, la marche, ça coûte moins cher que les véhicules automobiles, et c'est beaucoup moins énergivore, et donc ça combine à la fois aspects environnementaux, bénéfices économiques et évidemment bénéfices sociaux, parce que c'est beaucoup plus accessible
et donc ça marginalise beaucoup moins de groupes sociaux parce qu'ils ont accès à la marche, au métro, au vélo, chose qui n'est pas le cas pour les véhicules. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas de voiture et que vous avez une ville très étalée, eh bien, les gens pauvres sont beaucoup davantage marginalisés que les gens qui ont les moyens. Donc, d'un point de vue d'équité sociale, vous faites progresser l'équité sociale en développant ces solutions qui sont bonnes pour l'environnement et pour votre portefeuille. Évidemment, les vieilles technologies comme le train ou le bateau, je dis vieilles technologies pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens au contraire qu'on les maîtrise depuis longtemps. Ce train et le bateau ont encore une fois ont les mêmes caractéristiques. Ce sont des modes de transport qui coûtent moins cher, ont une empreinte physique moindre, une empreinte énergétique moindre et qui sont évidemment moins polluantes. Et donc, on peut faire beaucoup plus avec moins. Et ça, ce sont des technologies gagnantes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous transportez 1 tonne de marchandises sur un train ou sur un bateau par rapport à un camion lourd, vous pouvez, vous en fait réduisez votre consommation d'énergie de l'ordre de 80%. Donc, vous coupez par 5 fois moins d'énergie pour transporter la même tonne de marchandises par train ou par bateau que par rapport à un camion lourd. Qu'est-ce qui s'est développé ces 30 dernières années? C'est le camion lourd, c'est le camionnage par camion lourd. Nous avons décidé en tant que société d'investir dans des routes, des camions lourds qui consomment 5 fois plus d'énergie et qui coûtent plus cher que le train et le bateau. Il y a des avantages. Vous pouvez avoir votre paquet Amazon en 24 heures ou 48 heures. Donc oui, vous avez vous recevez votre colis un peu plus rapidement que si c'était par train ou par bateau. Mais est-ce que vraiment ce gain temporel et ces ajouts de logistique valent la peine de la destruction qu'on fait des écosystèmes et de la nature et des changements climatiques? Bien, je vous laisse répondre à cette question. Si vous pensez que votre colis Amazon vaut cette destruction-là, eh bien, bien voilà, c'est votre opinion. Euh, Vieille technologie, des logements plus petits, des bâtiments passifs, c'est-à-dire des bâtiments qui sont très performants, qui ne demandent presque pas de chauffage et de climatisation l'été parce qu'ils sont des bâtiments qui ont une très grande performance et manger davantage de lentilles et de tofu, ça fait partie des solutions. J'en ai moins parlé, mais l'agriculture qui est essentiellement vouée pour la production de protéines animales, eh bien, elle coûte cher en gaz à effet de serre, en superficie terrestre, en pollution de différents types, en plus de générer des problèmes éthiques sur la manière de traiter les animaux. Eh bien, si nous intégrions davantage de protéines végétales dans notre alimentation, ça serait bénéfique pour votre portefeuille, pour votre santé et pour le climat et l'environnement d'une manière générale. Et ça fait partie des choses qu'il faut faire. Alors, on sait quoi faire, vous avez ça. Comment s'y prendre? Et le temps passe, alors je vais aller un peu plus rapidement pour laisser la place à quelques questions. Mais comment s'y prendre? 3 observations. Il faut d'abord se rendre compte que changer de style de vie, ce n'est pas forcément renoncer à un niveau de vie. Les solutions que je vous ai proposées, eh bien, ça implique pas de réduire sa qualité de vie. Vous gardez le même niveau de vie, ça implique de changer son style de vie. Par exemple, au lieu d'aller en vacances et de prendre l'avion dans un tout inclus, vous prenez vos vélos ou vos skis de fond et vous allez dans un refuge, dans un chalet ailleurs. Eh bien, vous gardez le même niveau de vie, vous faites davantage de sport, mais ce n'est pas le même style de vie. Il faut faire il faut comprendre que changer de style de vie, peut être coûteux, comme un fumeur qui arrête de fumer, il change de style de vie, mais est-ce que son niveau de vie à ce fumeur-là, s'il arrête de fumer, change? Non, au contraire, souvent, il s'améliore. Donc, le niveau de vie peut s'améliorer et les changements qui sont proposés à travers ces nouvelles et ces vieilles technologies, eh bien, ce sont des changements qui vont changer nos styles de vie, mais pas forcément réduire notre niveau de vie. On peut rester aussi riche, mais en ayant un style de vie différent. Deuxième observation, il faut se rendre compte que nous sommes aujourd'hui dans une société de tricheurs. On a triché depuis très longtemps, on triche de 3 manières. On ne fait pas payer pour la pollution, différents types de pollution, par exemple. Jusqu'à très récemment, on ne payait pas pour les émissions de gaz à effet de serre, qui est une pollution. Eh bien, on commence à payer, on ne paye pas encore assez, mais pendant longtemps, on n'a pas payé pour cette pollution-là. Et ça, c'est tricher parce que il faut être responsable de ces actes. Si vous laissez votre mégot par terre, je prends encore une fois l'analogie du fumeur, mais si un fumeur qui laisse son mégot par terre, il triche
il n'est pas respectueux et on ne fait pas aujourd'hui payer le fumeur pour les mégots qu'il jette par terre. Eh bien, c'est la même chose avec les gaz à effet de serre. Au lieu de les jeter par terre, on les jette dans l'atmosphère et on ne fait pas payer aujourd'hui pour ça. Ça, c'est tricher dans les règles sociales que nous on se donne. La deuxième tricherie qui est encore pire, c'est que souvent on subventionne des industries pollueuses. Au Canada, les industries des hydrocarbures sont subventionnées pas à travers des chèques directs que le gouvernement envoie aux industries, mais à travers différents cadeaux fiscaux. C'est très bien documenté. En 2015, Justin Trudeau avait dit qu'il mettrait fin aux subventions à l'industrie pétrolière. Donc, Justin Trudeau et le Parti libéral reconnaissaient parfaitement qu'il y avait des subventions qui étaient données aux industries des hydrocarbures. Il n'a pas respecté sa promesse et on a encore, toujours en 2024, des subventions aux industries des hydrocarbures. Donc, en plus de ne pas payer pour la pollution, payer le plein prix, eh bien, on subventionne avec des fonds publics, avec vos impôts, avec nos impôts, on subventionne ces industries pollueuses. C'est une tricherie incroyable. Troisième tricherie, c'est qu'on socialise l'étalement humain avec des routes qui paraissent gratuites. Le gouvernement construit des routes partout, dans tous les recoins, on prend ça pour acquis et ça amène un étalement des humains qui ne reflète pas le coût réel de cet étalement humain. Il faudrait bien davantage refléter le coût de l'étalement avec des routes qui sont davantage pris en charge par les utilisateurs, de sorte que ceux qui n'utilisent pas beaucoup les routes payent beaucoup moins pour ces routes-là. Évidemment, ces routes, il y a des routes qui sont essentielles et qu'il faudra garder, mais il faut cesser de penser qu'on peut construire et s'étaler davantage, tout ça aux frais de la collectivité sans que le coût des routes soit reflété au niveau des usagers parce que ça induit une mauvaise compréhension de l'utilisation du territoire. Ce territoire, c'est notre territoire, on peut l'utiliser, on peut en bénéficier, mais il faut davantage le faire de manière respectueuse. Et les routes gratuites ou qui paraissent gratuites, eh bien, ne nous amènent pas à bien réaliser leur réel coût. Des exemples existent. En Allemagne, au Danemark, depuis 30 ans, depuis 40 ans, leur consommation d'énergie absolue diminue, leurs émissions de gaz à effet de serre diminuent, ils continuent à s'enrichir, la population croît dans ces pays-là, ils ont des niveaux d'équité sociale plus élevés que les nôtres, donc il y a des avantages à suivre des exemples qui existent. Ce n'est pas de la science-fiction, on peut suivre. Rien n'est parfait, c'est pas parfait au Danemark, c'est pas parfait en Allemagne, mais ils mettent en place des politiques publiques qui sont très bonnes. Alors, mes recommandations pour vous, au niveau individuel, ça découle de ce que j'ai dit, utilisez les modes de transport actifs et collectifs, ayez des logements plus petits et plus performants, mangez moins de protéines animales, évidemment réduire votre consommation de biens matériels, réutiliser le plus possible, recycler si vous n'avez pas réussi à réduire et réutiliser. Ça, c'est des recommandations que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Évidemment, il faut des solutions collectives parce que ce n'est pas seulement nos actions individuelles qui vont compter, mais il faut que collectivement, on mette fin aux tricheries structurelles que je viens de mentionner. Il faut planifier à long terme. Il faut des politiques sociales beaucoup plus fortes pour que le logement, la santé, l'éducation soient plus accessibles et soient de qualité pour justement accompagner les groupes les plus vulnérables pour ne pas créer des gens qui sont particulièrement touchés par des actions qui pourraient paraître difficiles à mener parce que c'est sûr que si on a un groupe vulnérable, eh bien, c'est plus difficile de choisir son mode de transport, son logement ou son alimentation. On est moins bien équipé, on n'a pas forcément les moyens de faire ça, quoique dans beaucoup de cas, ça coûte moins cher. Mais malgré tout, les groupes vulnérables ne sont pas toujours en mesure d'adopter les solutions qui coûtent moins cher. C'est pour ça qu'il faut des politiques sociales pour accompagner et avoir une adhésion la plus large possible aux actions collectives. Il faut une éco-fiscalité aussi dont faire payer la pollution. L'éco-fiscalité, c'est en gros faire payer les pollueurs. En conclusion, les solutions sont relativement simples. Manger des lentilles, du tofu, prendre son vélo, habiter dans des logements moins grands, réduire notre consommation de biens matériels, mais la mise en œuvre est complexe parce que ça vient bousculer nos habitudes de vie. On n'a pas besoin de révolution, mais on a besoin de davantage de cohérence. Parce qu'il faut être cohérent, il faut reconnaître nos travers ces dernières années et y mettre fin. Donc, je vous remercie. Je tiens à mentionner que ma chaire de gestion du secteur d'énergie, elle bénéficie du soutien de partenaires. Donc, par souci de transparence, je viens mentionner que ces partenaires-là n'ont rien à voir dans le livre que j'ai écrit, à part qu'ils soutiennent ma chaire, et que vous êtes aujourd'hui dans un webinaire que la chaire de gestion du secteur de l'énergie organise. Je remercie mes partenaires.
J'ai quelques questions, 4 questions qui ont été posées, donc je vais me permettre d'arrêter le partage ici et je vais aller lire les questions et passer les 12 prochaines minutes avec vous à lire les questions. Il y en a certains qui ont mis leur nom, mais la première question qui a été posée par un spectateur anonyme, c'est quelle serait votre solution pour le transport personnel dans le contexte où les manufacturiers automobiles ont cessé de produire et d'offrir des petites voitures abordables pour l'Amérique du Nord? Il y a bien la Fiat et les petits VUS en deçà de 30 000 dollars, mais ça reste peu abordable ou ça reste des VUS. Alors, première réponse à ça, c'est sûr qu'on a des constructeurs automobiles qui retirent des petits modèles. Et ça, c'est très dommageable. Euh, Acheter une voiture usagée, acheter une voiture de type intermédiaire. Si vous achetez une Toyota Corolla qui reste relativement abordable, eh bien, vous allez avoir accès à un véhicule. Mais usagé, n'achetez pas de véhicule, utilisez comme une auto, faites davantage de covoiturage, ou alors achetez, si vous devez acheter une voiture, achetez une voiture de type intermédiaire, Toyota Corolla hybride, qui coûte relativement moins cher et consomme très peu d'essence. Et après, il faut militer pour des plus petites voitures, mais surtout, il faut militer pour moins de voitures, voire plus de voitures. Jérémy Kennel pose la question suivante. Pourquoi mentionner en premier les nouvelles technologies comme solution et non pas la sobriété? Les changements de comportement n'est-il pas la priorité? Absolument, un très bon point. Dans mon livre, c'est d'ailleurs ce que je fais, de dire il faut aller vers les nouvelles, les vieilles technologies, ce que moi j'appelle les vieilles technologies, c'est-à-dire les technologies qu'on maîtrise, qui sont des technologies de sobriété, c'est-à-dire le vélo, les petits logements, une alimentation plus sobre en protéines animales. Donc oui, si je mentionne les nouvelles technologies dans ma présentation en premier, c'est uniquement parce que on veut des solutions. Ça fait partie des solutions. Je crois que ça fait partie des solutions, mais il faut les limiter. Alors je pense que j'ai très largement décrit les limites de ces nouvelles technologies, mais effectivement, la première des solutions, c'est revoir nos comportements et nos consommations parce que c'est là que se trouve la clé du succès. Un spectateur anonyme dit comparativement, est-il moins cher économiquement d'aller vers les vieilles technologies que les nouvelles technologies? Mais très bon point. Et la réponse est oui. Les vieilles technologies, et ça, encore une fois, c'est économiquement très rentable. Vous redonne l'exemple que Nicolas Bérubé a donné et qui disait la bicyclette, c'est une machine à faire des millionnaires. Ça vous coûte tellement moins cher de vous promener à bicyclette à l'occasion peut-être de louer une voiture que vous allez vous enrichir. Au niveau collectif, faire des infrastructures pour les bicyclettes coûte aussi beaucoup moins cher. Ça ne convient pas à tout le monde, alors allons vers le train. Et le train, encore une fois, coûte moins cher que la voiture. Et je vais vous donner un exemple. Si vous vous faites rembourser, le gouvernement fédéral, pour les remboursements des gens, des employés, le gouvernement fédéral reconnaît qu'un kilomètre fait en voiture coûte 70 cents, donc 0,7 dollars par kilomètre pour satisfaire l'amortissement, pour compenser l'amortissement du véhicule, payer pour les assurances, payer pour le carburant, payer pour l'usure des pneus, et pour tous les frais. 70 cents par kilomètre. Vous faites un Montréal-Québec, 300 kilomètres, ça veut dire 300 kilomètres, 210 dollars pour un aller à Québec. Donc, vous prenez votre voiture et vous allez à Québec. Le gouvernement fédéral reconnaît que le coût du trajet, c'est 210 dollars. L'aller simple pour Québec à 70 cents du kilomètre, 300 kilomètres, 210 dollars. Le train peut paraître cher, l'autobus peut paraître cher, mais ce n'est pas 210 dollars. Donc, il faut vraiment que vous soyez quatre dans votre voiture pour que ça commence à faire du sens. Mais à 70 cents le kilomètre, je ne sais pas comment ils arrivent à ce prix-là, mais ça, c'est le taux officiel du gouvernement fédéral. Et beaucoup d'entreprises ou d'organisations utilisent ces taux de remboursement-là. Eh bien, ça nous coûte très, très cher le transport en véhicule privé. Donc oui, on fait des économies en passant à vieille technologie. Même chose pour les bâtiments. Sur les 50 ans ou les 60 ou les 100 ans que va durer un bâtiment, si vous avez un bâtiment bien conçu, vous allez rentrer dans votre argent les économies en énergie pour le chauffage et la climatisation, en plus du confort accru, vont faire en sorte que votre bâtiment va se payer. Malheureusement,
on a tendance à être myope dans notre gestion immobilière et à se dire, bon, on va essayer de diminuer les coûts et à payer, à étaler les paiements énergétiques sur 50 ans plutôt que d'investir initialement dans des bâtiments très performants. Donc, encore une fois, même pour les bâtiments, on rentre dans notre argent, mais évidemment sur des périodes plus longues. Chloé Dastou pose la question suivante. Comment se préparer pour l'élection probable du Parti conservateur au fédéral dans une telle urgence climatique? Le gouvernement pourrait-il reculer sur ses objectifs de carboneutralité et augmenter les subventions à l'industrie pétrolière? Alors, comment se préparer? Mais je pense que la meilleure manière de se préparer, c'est d'agir, de continuer d'agir dans le sens qui nous enrichit. Le sens qui nous enrichit de façon économique et sociale, c'est le sens de la transition énergétique. C'est d'avoir des systèmes urbains qui sont plus favorables à la bicyclette et à la marche, d'avoir des transports en commun qui sont plus favorables à l'équité sociale et qui coûtent moins cher. Quand on regarde l'ensemble des coûts, les systèmes de transport en commun coûtent moins cher. Et donc, si malheureusement les Canadiens font le choix d'un gouvernement conservateur, nous pouvons au Québec continuer à avoir des politiques, continuer. Nous pouvons mettre en place des politiques qui sont intelligentes si nous avons au Québec l'intelligence de les mettre en place. Et après, si le gouvernement conservateur fait des bêtises, un éventuel gouvernement antérieur, s'ils font des bêtises, comme le gouvernement actuel fait des bêtises dans la gestion de l'énergie, mais il faut continuer de documenter, d'élever les voix, de discuter avec nos concitoyens qui ne pensent pas forcément de la même manière et de dire que ça nous coûte cher de continuer à polluer. On paye très cher pour la pollution. Les solutions pour polluer moins coûtent moins cher. Et je crois beaucoup que l'argument économique peut rejoindre les conservateurs. Alors, il faut aller dans ce sens-là. Maurice Gendreau fait la réflexion suivante et la question suivante. La tricherie structurelle passe beaucoup par le non-respect du principe utilisateur-payeur pour l'allocation des ressources et des infrastructures. Comment s'applique le principe utilisateur-payeur dans les pays nordiques d'Europe où la consommation s'est réduite depuis 30 ans? Merci de cette question, très bonne question. Elle s'applique surtout à travers des taxes beaucoup plus élevées pour l'énergie. On a dans les pays européens, le prix de l'énergie, surtout des produits pétroliers, est beaucoup plus élevé. Donc, ils payent beaucoup plus de taxes pour l'essence, le diesel et pour l'énergie, pour l'électricité. Ils payent beaucoup plus cher au Danemark, par exemple. Le kilowattheure coûte 35 cents aux clients résidentiels. Donc, 35 cents le kilowattheure. Au Québec, on est à 8 cents le kilowattheure. Il y a une marge ici, là. Et ces prix élevés font en sorte que l'efficacité énergétique est favorisée, mais aussi ça fait des revenus pour l'État. Et ces revenus pour l'État, parce que les taxes élevées font en sorte que l'État peut redistribuer davantage et favoriser une équité sociale. Donc, souvent, on croit que payer plus cher, c'est un problème. Mais en fait, c'est une solution dans ce qui concerne la transition énergétique. Payer plus cher est une solution parce que ça nous incite à faire de l'efficacité énergétique, à vivre sobrement et ça génère des revenus pour pouvoir aider les familles qui en ont besoin. Et ça augmente, ça permet d'augmenter l'équité sociale et la solidarité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pouvez-vous, s'il vous plaît, un spectateur anonyme pose la question, pouvez-vous, s'il vous plaît, comparer le pourcentage des gaz à effet de serre causés par le CO2 versus le méthane venant des animaux? Alors, à l'échelle mondiale, mais c'est environ, le CO2, c'est 70% peut-être des gaz à effet de serre mondiaux, et vous avez le méthane qui serait à peu près 20%, et après le protoxyde d'azote, le N2O, qui est environ 10%. Et dans le méthane, c'est la majorité du méthane émis, elle vient de l'agriculture. Il y a aussi évidemment les fuites fugitives de la production d'hydrocarbures. Quand vous faites un trou pour trouver du pétrole ou du gaz naturel, il va y avoir du méthane parce que le gaz naturel, c'est du méthane, c'est du CH4. Et donc, toute industrie des hydrocarbures émet du méthane. Donc, il y a une source de méthane là, mais l'essentiel, la plus grande partie du méthane, c'est l'agriculture. Et ce méthane-là, il vient directement de l'élevage animal. Ce sont les animaux, l'éructation des vaches, les éruptions des vaches et les gaz intestinaux des vaches qui émettent du méthane. Et la gestion des fumiers, des fumiers de porc ou d'autres animaux qui émettent du méthane. Donc, ça, c'est l'agriculture. Et le dernier 10% de protoxyde d'azote, le N2O, c'est
les engrais azotés que nous mettons pour l'agriculture intensive qui viennent émettre des gaz à effet de serre. Et ces engrais azotés, eh bien, ils sont essentiellement importants et utilisés pour pouvoir nourrir tous les animaux que nous voulons manger par la suite. Donc, une grande partie de l'agriculture céréalière, elle est environ 40 à 50% des céréales qu'on produit, n'est pas destinée à l'alimentation humaine directement, mais est destinée à l'alimentation animale. Et après, on va manger les animaux. Donc, si on a besoin d'autant de superficie agricole et qu'on doit mettre des engrais azotés industriels, c'est pour nourrir essentiellement nos animaux qu'on va manger par la suite. Euh, alors, j'espère que ça répond à vos questions. Cette question sur la part du CO2 et du méthane. Quelle solution privilégiez-vous pour maintenir ou augmenter la vitalité des régions? Plusieurs solutions que vous suggérez semblent difficilement applicables en région. Mais merci pour cette question. C'est une perception qu'on a, mais en région, eh bien, il y a déjà beaucoup de voitures et il y a déjà de l'étalement. Ce qu'il faut en région, c'est progressivement rassembler rassembler, reconstruire des villages avec des pôles de vie où c'est possible d'agir de manière à pied ou en vélo ou avec du transport en commun. Donc, d'éviter l'étalement urbain en région aussi avec certains regroupements, comme on avait dans les villages d'autrefois où on avait un train qui allait dans les Laurentides, le petit train du Nord qui allait dans les Laurentides, eh bien, il permettait d'aller faire du ski en train de Montréal et on avait des régions. Donc, le Canada s'est bâti avec le train. On peut avoir des trains qui vont alimenter les régions en termes de mobilité. Euh, et en région, eh bien, c'est de aussi passer à des plus petits véhicules, passer à davantage de covoiturage, vous savez que par exemple, le transport en commun, où est-ce qu'on trouve le plus de transport en commun? À Montréal ou dans les régions? La réponse est dans les régions. Il y a le plus d'autobus dans les régions et c'est du transport en commun scolaire, c'est des autobus jaunes dans les régions québécoises, mais qui est mal géré qui est en fait, et quand je dis qu'il est mal géré, le transport en commun dans les régions, c'est qu'il est géré pour les commissions scolaires seulement, pour les écoles secondaires. Alors que si on avait un transport en commun, les mêmes autobus jaunes qui étaient gérés pour transporter toute la population, eh bien, on aurait les mêmes autobus qui seraient utilisés de manière différente et qui sont déjà là. Donc, le transport en commun, il existe déjà dans les régions québécoises, mais il est uniquement dédié au transport des écoliers. Et ça, c'est une aberration. Il faudrait revoir le transport en commun dans les régions qui existe déjà pour qu'il soit plus largement accessible. Il est midi, je vais prendre une dernière question, mais il y a beaucoup de questions, alors je vous remercie. De Mintou Koné. Pensez-vous que la décarbonation des portefeuilles d'actions des fonds d'investissement, comme le fait peu à peu la CDPQ, est un pas en avant? Est-ce suffisant à leur niveau? Euh, alors, je crois que c'est important, effectivement, que les grands investisseurs prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre dans leurs investissements, parce que simplement pour gérer le risque, il est important de désinvestir des énergies fossiles pour non seulement encourager les autres industries, mais aussi pour ne pas s'exposer, ne pas avoir un portefeuille qui est très exposé à la transition énergétique. Si on reste investi dans les énergies fossiles, et qu'on a une transition énergétique, ben, on s'expose à des risques financiers importants. Ceci dit, le plus important, c'est de montrer aux investisseurs que la société bouge. Et pour montrer que la société bouge, il faut que les consommateurs, les gouvernements envoient des signaux clairs que nous allons dans une autre trajectoire. Et le plus important, c'est pas tant que les investisseurs changent leurs investissements, mais sous des pressions, mais le plus important, c'est que les gouvernements mettent des politiques publiques et que les consommateurs exigent ces politiques publiques et consomment de manière à montrer on va dans une autre trajectoire. Les investisseurs vont voir qu'il y a une autre trajectoire qui se dessine et ils vont d'eux-mêmes changer leurs investissements. Mais le plus important, je crois, c'est de changer la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sur une trajectoire de carboneutralité, on est sur une trajectoire de changement climatique. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de lire le livre L'équilibre énergétique et de vous faire des porteurs de changement pour la suite des choses. Le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré, il est enregistré et il va être mis sur la chaîne YouTube de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.